Bienvenue donc au webinaire qui va porter sur la manière dont gérer efficacement une violation de données personnelles. Alors, on va voir plusieurs choses aujourd'hui. Donc, premièrement, dans une première partie, rappeler des notions un petit peu essentielles, un peu fondamentales. Alors, j'ai bien conscience que ce n'est pas la partie la plus joyeuse d'un webinaire, mais voilà, ça me paraît assez essentiel de rappeler quand même des petites définitions. Après, on fera un rapide état des lieux sur les violations de données personnelles, notamment quelques chiffres. Et pour finir sur le cœur du sujet, comment anticiper et gérer de la manière la plus efficace une violation de données personnelles. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une violation de données personnelles? Alors, je suis désolée, il y a le petit encart là. Hop, je vais le mettre ici. Voilà. Ah bah, il revient. Donc, une violation de données personnelles, c'est, selon l'article 4.12 du RGPD, une violation de la sécurité fortuite ou non, entraînante de manière accidentelle ou illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données personnelles qui sont transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données. Donc, pour avoir une violation de données, il faut dans un premier temps réaliser un traitement de données personnelles. C'est un petit peu bête, mais parfois on oublie l'essence même de la violation de données, c'est d'avoir des données personnelles et un incident de sécurité qui va entraîner une perte d'intégrité, de confidentialité ou de disponibilité des données personnelles. Une compromission, en fait, soit de l'intégrité, de la confidentialité ou de la disponibilité. Et donc ça m'emmène sur la définition de la CNIL, donc qui définit la violation de données personnelles comme un incident de sécurité d'origine malveillante ou non, intentionnelle ou non, qui compromet l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité. Donc, un incident de sécurité peut avoir une origine accidentelle ou intentionnelle. Donc, intégrité, confidentialité, disponibilité, je rappelle juste, donc la confidentialité, ça va être l'accès non autorisé aux données personnelles, donc à des tiers non autorisés, à des personnes qui n'ont pas le droit d'accéder à ces données personnelles-là. La disponibilité, tout simplement, ça va être quand on va avoir une perte d'accès aux données, typiquement des données qui vont être rendues inaccessibles suite à une panne de courant ou à un incendie chez un hébergeur, par exemple. Et l'intégrité, ça va être la modification, l'altération des données personnelles pendant leur cycle de vie. Voilà, alors, hop, ici, donc quelques exemples de violations de données personnelles. Donc, là, une des plus connues, bien évidemment, reste celle de Facebook, donc le fameux Cambridge Analytica. D'ailleurs, je vous conseille le film si vous ne l'avez pas vu. C'est assez ahurissant. Très, très bon film. Donc sur le scandale de Cambridge Analytica, on était sur, donc en septembre 2018, ça a été découvert en 2018, sur une transmission non autorisée de données d'utilisateurs de Facebook à une société, donc Cambridge Analytica, à des fins politiques. On avait également une plus récente qui concerne France Travail, donc anciennement Pôle emploi. Donc, ils ont connu, malheureusement, ils ont été victimes d'une cyberattaque conduisant à l'exfiltration de données personnelles de citoyens. Alors, si vous souhaitez avoir plus d'exemples sur des violations de données personnelles qui se sont réellement produites et la manière dont les responsables de traitement et les sous-traitants les ont gérées et le process de notification auprès de la CNIL, auprès des autorités de contrôle, vous pouvez aller voir les lignes directrices de l'EDPB dans leur version du 14 décembre 2021. Vous avez beaucoup d'exemples. C'est assez parlant. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille d'aller voir. Donc, maintenant, on va faire un petit état des lieux sur les violations de données.
Donc, grosso modo, c'est reprendre les chiffres qu'a donné la CNIL suite à son bilan annuel, où elle a fait vraiment un état des lieux sur les 5 ans de RGPD, et notamment sur les notifications de violation de données. Donc, on voit qu'en 5 ans donc, de RGPD, depuis l'entrée en application du RGPD, donc de mai 2018 à mai 2023, on a quand même une poussée assez conséquente de notifications de violations de données auprès de la CNIL. Alors, on a un pic entre 2021 et 2022. Et là, sur 2023, bon, il y avait, comme c'est sorti au mois de mai, on n'avait pas encore toutes les notifications, forcément, mais on voit déjà que sur l'année 2023, donc de janvier à mai, la CNIL a reçu 4668 notifications de données, donc ce qui est assez impressionnant par rapport aux 4088 en 2022. Donc ça, le bilan annuel est assez complet de la CNIL sur les violations de données perso. Donc pareil, je vous conseille d'aller jeter un œil. Vous avez aussi le rapport d'IBM qui est sorti en 2024, il n'y a pas longtemps, qui fait vraiment il y a beaucoup de choses, c'est vraiment un panel avec une vision beaucoup plus internationale des violations de données au niveau mondial. C'est assez intéressant, il y a pas mal d'informations, pas mal notamment sur les conséquences économiques des violations de données qui parfois peuvent ralentir considérablement les entreprises, le coût de mise en place de mesures de rémédiation, des secteurs aussi les plus touchés. C'est assez intéressant. Bon, c'est très très gros, mais voilà, il y a des petites, c'est assez bien fait. Il y a des sections, donc voilà, c'est un bon document en tout cas si vous voulez vraiment avoir une vision assez précise sur les violations de données. Donc ici, on a la répartition par secteur et par type d'activité. Donc, on voit que le secteur de la privée représente quand même une bonne partie des secteurs qui sont concernés qui ont le plus notifié de violations de données personnelles à la CNIL. Donc ça, c'est sur les 5 ans. De 2018 à 2023. On voit également que l'administration publique plafonne en tête. Alors, ces chiffres, que ce soit les notifications, les remontées de notifications de violation de données auprès de la CNIL et cette répartition par secteur sont à prendre un petit peu quand même avec un peu de recul. C'est assez compliqué d'estimer si c'est vraiment une meilleure prise en compte des opérationnels, des responsables de traitement et des sous-traitants du RGPD et une mise en place de plus de mesures de sécurité, ou si c'est ce qui est plutôt une bonne chose, ou si c'est plutôt un accroissement, une croissance des menaces en fait de cyberattaques, de sources d'incidents de sécurité conduisant à des violations de données. C'est pareil au niveau, la CNIL nous indique que sur les répartitions par secteur et par type d'activité, il y a peut-être une surreprésentation de certains secteurs par le fait que il y ait une désignation un peu plus poussée, un peu plus importante sur ces secteurs-là que dans d'autres secteurs. Voilà, c'est pas parce que il y a des secteurs qui ne sont pas là, c'est pas parce qu'ils protègent mieux ou plus les données personnelles. Voilà, c'est peut-être parce que là, je vous dis, il y a peut-être une surreprésentation de certains secteurs. C'est des chiffres qui sont un peu à prendre avec du recul. Donc, on voit
ici qu'on a un temps de constatation d'une violation de données, donc c'est-à-dire le moment où le responsable de traitement ou le sous-traitant va se rendre compte, pardon, qu'il a subi une violation de données. Alors, sachant qu'il y a deux choses à prendre en compte, c'est la première chose, c'est la constatation d'un incident de sécurité. Après, vous avez toute la phase de qualification de cet incident de sécurité, l'analyse de cet incident de sécurité, pour estimer tout d'abord si on a une violation de données. Si on a une violation de données, est-ce que je dois notifier à la CNIL? Est-ce que j'ai un risque? Donc si on a un risque, oui, un risque, on notifie à la CNIL. Et in fine, est-ce que mon risque est important? Est-ce que je dois le communiquer aux personnes concernées? Donc là, on voit qu'en moyenne, on met, enfin les opérationnels, les entreprises traitant des données personnelles mettent 113 jours pour constater une violation, sachant que 50% sont constatés quand même en moins de 10 heures. Mais 10 heures, ça reste 10 heures. C'est quand même pas 2-3 heures, voilà, c'est assez long. Et 113 jours pour constater une violation en moyenne, c'est quand même assez navrant, ce chiffre, ces 113 jours de remontée de temps de constatation d'une violation de données. Au niveau du temps de déclaration d'une violation de données, donc on a dans les faits, la moitié des notifications à la CNIL qui sont effectuées dans les 72 heures, mais toujours, voilà, à voir également à prendre un peu avec des pincettes ce chiffre-là, parce qu'on a 75 des violations qui sont notifiées, elles, dans les 11 jours après la qualification de l'incident. Donc après une qualification en violation de données personnelles. Donc 11 jours, sachant qu'on a 72 heures pour notifier maximum une violation de données personnelles auprès de la CNIL, enfin auprès d'une autorité de contrôle. Je cite la CNIL parce que c'est l'autorité française, de contrôle française. Donc c'est quand même assez aberrant de voir ces chiffres, parce qu'en fait on a une croissance au niveau des remontées des notifications de données personnelles auprès de la CNIL, mais on voit encore que les responsables de traitement et les sous-traitants mettent encore beaucoup de temps à réussir à qualifier, à analyser une violation de données personnelles après avoir découvert un incident. Et le temps de constatation aussi d'un incident, forcément, est très, très long. Et la notification, 11 jours pour 75 d'entre elles, après voilà, la qualification de l'incident, c'est quand même très, très long. Alors, ça peut s'expliquer par le fait que alors, soit il y a une volonté des responsables de traitement et des sous-traitants d'avoir le plus d'informations possible avant de notifier à la CNIL, ce qui s'entend, mais on a quand même 72 heures pour notifier. En 72 heures, bon, même si on n'a pas toutes les informations, la CNIL nous dit, bon, même si vous n'êtes pas sûr d'avoir un risque sur votre violation de données, notifiez quand même. Quitte après à recontacter la CNIL en disant finalement c'était pas une violation de données, finalement c'était bien une violation de données, mais on avait mal estimé le risque, on avait estimé le risque trop fort, alors que finalement le risque est pas si élevé. Vraiment, la CNIL incite les responsables de traitement et les sous-traitants à notifier. Sachant que, alors ça j'imagine que vous le savez, auprès de la CNIL, vous pouvez tout à fait notifier en 2 temps, faire une notification, préalable, où vous mettez vraiment les informations que vous avez, notification initiale, pardon. Une notification initiale où vous déclarez toutes les informations que vous avez au moment, donc dans les 48 heures, 72 heures, pardon, où vous avez vraiment toutes les informations au moment où vous constatez la violation de données personnelles. Et vous pouvez
Voilà, en fonction des informations supplémentaires que, vous, glanez. Alors ça peut être, voilà, des investigations plus poussées, vous pouvez faire appel aussi parfois à des organismes externes, qui vous aident sur, la qualification, sur, voilà, les mesures de remédiation à mettre en place, d'avoir une analyse plus fine et plus approfondie, de votre violation de données. Et bah, quand vous avez plus d'informations, vous pouvez tout à fait faire une notification complémentaire auprès de la CNIL. Voilà, et comme ça, même si vous n'avez pas toutes les informations, adéquates, vous n'avez pas toutes les informations nécessaires que requiert la CNIL, enfin le RGPD, article 33, vous, notifiez quand même et vous pouvez tout à fait ajouter des compléments, post 1re notification. Ça, c'est vraiment, voilà, une chose qu'il est possible de faire. Et parce que je vois une question venir, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous notifiez une violation de données personnelles que vous aurez la CNIL dans vos locaux 2 jours plus tard. Ça, c'est pas du tout, et heureusement d'ailleurs, voilà, la CNIL ne va pas systématiquement contrôler des, organismes qui notifient une violation de données personnelles. Alors après, évidemment, si vous notifiez 4 violations de données personnelles en une semaine, peut-être que la CNIL va commencer à se poser des questions. Peut-être. Mais voilà, si vraiment vous faites les choses dans les clous, que vous notifiez, dans les 72 heures, que voilà, vous apportez le plus d'informations, que vous prenez vraiment les choses en main, que vous mettez en place des mesures, de sécurité, que vous limitez au maximum, l'impact de la violation de données. Voilà, il y a quand même peu de chances que la CNIL, vienne vous contrôler. Donc, si on fait un petit bilan, des 5 ans du RGPD, on voit qu'on a une hausse croissante du nombre de notifications, on l'a vu auprès de la CNIL, et un temps de constatation de violation et de notification qui reste quand même aujourd'hui encore trop long. Alors, ces 2 constats, peuvent s'expliquer par plusieurs choses. Déjà, alors je ne l'ai pas mis sur le slide, mais on a aussi peut-être la peur, des responsables de traitement et des sous-traitants, de notifier auprès de la CNIL. Donc vraiment, c'est pas du tout, de notifier, je vous dis, c'est vraiment de toute façon, c'est une obligation légale, une obligation du RGPD, donc vous êtes obligés, et si vous ne notifiez pas dans les 72 heures sans, pouvoir, justifier, d'un délai que vous avez notifié trop tard, en fait, vous exposez quand même à des sanctions qui sont assez lourdes. Donc vraiment notifiez même si vous n'êtes pas sûr de vous. C'est vraiment important. Donc je le disais, les 2 constats, donc la hausse croissante du nombre de notifications et le temps de constatation qui est encore trop long, peuvent s'expliquer par plusieurs choses. Donc on a, l'insuffisance, l'inefficacité des mesures en place au sein d'un système d'information. Parce que tout simplement, bah, quand un incident de sécurité arrive, qu'il soit, qualifié de violation de données ou non, bah, déjà c'est que il y a un problème au niveau des mesures au niveau de la sécurité au sein de votre organisme. Donc ça, déjà vraiment les incidents de sécurité, les violations de données personnelles sont, des, conséquences de manquement en fait à une autre obligation du RGPD qui est la sécurité des données. Donc ça, c'est vraiment, une conséquence. Vous avez également, bah, ça revient un petit peu à ce que j'ai écrit au-dessus, mais l'absence de mesures au sein d'un système d'information. Alors on peut expliquer aussi, notamment le, temps de constatation de violation et de notification trop long, par le manque ou l'absence de gouvernance au sein d'un organisme, et également l'absence, de coordination et de collaboration au sein d'un organisme. Effectivement, si vous ne mettez pas en place, une certaine gouvernance, une certaine collaboration et une coordination au niveau de vos équipes en amont, de la survenance d'une violation de données personnelles, bah, c'est sûr que, quand un incident de sécurité arrive, vous allez très certainement, alors je dis vous, c'est DPO chargé de protection des données, RSSI, et voilà toutes les, comment
les fonctions qui ont vocation à gérer, à mettre en place, à gérer les incidents de sécurité et les violations de données personnelles quand il y en a. Voilà, il y a vraiment peut-être aussi cette absence, cette absence de gouvernance, de collaboration, voilà, qui n'est pas forcément mise. Alors, c'est, pas forcément des grosses choses à mettre en place en amont. Il y a, voilà, des petites choses, donc qu'on va voir ici. Tout ce que j'appelle, en fait, des mesures vraiment préventives, au niveau, pour vraiment anticiper la survenance d'un incident de sécurité et pour être capable de répondre, en fait, de la manière la plus fine et la plus précise et puis la plus rapidement possible aussi. C'est quand même aussi, l'objectif, parce qu'une violation de données perso, très souvent, elle arrive le vendredi soir, quand tout le monde est parti en week-end. Et on découvre la violation de données perso le lundi matin. Voilà, après un bon week-end passé au soleil, ça fait toujours, c'est toujours très agréable de revenir sur le bureau et de voir qu'on a été victime d'un hameçonnage, et cetera. Ou tout simplement, ça peut être, le vendredi matin, un salarié qui part en train, voilà, qui a oublié son ordinateur, son ordinateur portable dans le train ou qui s'est fait voler, sa pochette où il y avait des clés USB pas sécurisées. C'est vraiment, voilà, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Donc il faut vraiment, vraiment dans la mesure du possible, anticiper au maximum. Une violation de données personnelles, ça s'anticipe. C'est voilà, faut pas quand vous avez une violation de données personnelles qui survient dans votre organisme, bah, faut pas être là en vous disant: «Mon Dieu, j'ai rien prévu, comment je vais faire?» parce que vous allez paniquer, vous allez, pas trouver les bonnes mesures de sécurité, vous allez faire n'importe quoi et vous n'allez pas, comment dire? Vous n'allez pas mettre en place les bonnes mesures. Donc c'est vraiment pour ça, je le répète, vraiment anticiper au possible. Anticiper, que ce soit, sur la formation régulière de l'ensemble de vos équipes à la sécurité informatique. Ça va du personnel d'accueil aux, dirigeants d'une entreprise. C'est vraiment hyper important. Il y a 80, des violations de données personnelles qui viennent comment dire? D'une erreur humaine. C'est assez comment dire? Assez navrant. Mais voilà, on peut résoudre, voilà, on peut enfin, comment dire? La sécurité informatique est vraiment essentielle. Il faut vraiment sensibiliser voilà, toute la société, au même titre que le RGPD. Vraiment de faire des formations régulières, de sensibiliser, voilà, de mettre en place parfois des petites choses, un petit peu sympas comment dire? Pour les salariés. Pas forcément avoir une vision très, comment dire? Très punitive, en fait, de la sécurité informatique. Alors ça demande beaucoup de pédagogie, j'en j'en conviens, mais c'est vraiment pour moi une des choses la plus essentielle, la sensibilisation. Alors vous avez également, la, tenue, à jour d'un registre des violations de données personnelles, plus largement, d'un registre de vos incidents de sécurité où, vous allez, indiquer, bah, les violations de données personnelles. Donc ça, c'est une obligation qui découle du RGPD, de l'article 33.5, de tenir à jour, un registre avec les incidents de sécurité. Donc, bah, ça paraît bête, mais mettre en place des mesures de sécurité adéquates, je le disais, juste avant, c'est aussi une obligation du RGPD de mettre en place, les, mesures, nécessaires et adéquates. Donc évidemment les auditer assez régulièrement, de pouvoir être en capacité voilà, quand on voit qu'une mesure ne fonctionne pas bien ou qu'une mesure de sécurité est complètement obsolète, d'être en capacité, à la fois de savoir comment remplacer la mesure et enfin, je veux dire de mettre en place une mesure, aussi équivalente en termes de sécurité, voilà, ne serait-ce, même, un peu, voilà, supérieure et également de pouvoir, voilà, d'avoir un plan d'action, mais de pouvoir, de remplacer la mesure rapidement.
pour éviter justement, des failles de sécurité et des incidents de sécurité, qui peuvent mener à des violations de données. Alors, mettre en place un système de signalement à la fois interne et externe, ça c'est pareil, c'est une chose qui est, assez essentielle. Ça va vraiment être en fait, de mettre à disposition de tous les salariés de, la société et même aux externes, donc prestataires, sous-traitants, vraiment prestataires et sous-traitants, un moyen en fait, pour qu'ils puissent notifier, pour qu'ils puissent en fait remonter, des incidents de sécurité, des failles de sécurité, voilà, à la DSI, aux responsables informatiques. Alors ça peut passer également par le DPO, à condition voilà que, la sécurité informatique soit mise au courant, dès le départ. Donc une autre mesure également, qu'il est possible de mettre en place, c'est le contrôle des tiers. Alors le contrôle des tiers, ça va vraiment être, une revue, assez régulière des contrats qui ont déjà été signés, mise en place d'avenants, au niveau de la sécurité. Pour tout ce qui est conclusion de nouveaux contrats, peut-être d'imposer des prérequis à vos sous-traitants, à vos prestataires, d'imposer vraiment, par exemple, si vous avez une PSSI, si vous avez, des mesures de sécurité vraiment très, comment dire? Très spécifiques et très développées, peut-être d'imposer à des prestataires, un peu jugés, à risque, le respect de vos politiques internes, de vos référentiels de sécurité. Un truc tout bête aussi, mais c'est, quand vous avez des locaux, quand vous avez du personnel d'accueil, de sensibiliser ce personnel d'accueil avec, voilà, de ne pas laisser passer, n'importe qui. Voilà, moi dans mon ancien travail de DPO, je voyais, pour une société dans laquelle j'étais DPO externe, des gens, qui passaient, qui sortaient, qui rentraient et voilà et c'était, une fois c'est arrivé, je vous jure, c'était, un passant qui était perdu et qui est monté, comme ça, dans les locaux, sans souci, sans contrôle, sans badge, sans avoir donné son nom, son prénom, et le nom de sa société. Voilà, c'est déjà arrivé. Alors, on a également, tout ce qui est, construction d'un plan de réponse aux incidents informatiques. Donc ça a une politique vraiment de réponse aux incidents de sécurité avec dedans donc un plan, évidemment, écrit, hein, un document écrit. Si vous dites à la volée en réunion Teams: «Bon, tiens, Michel de la compta, en cas s'il y a jamais un incident de sécurité, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mireille, bon, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça». Clairement, ça ne va jamais marcher. Donc vraiment, documenter au possible tout ce que vous mettez en place, au niveau, de vos politiques de, réponse aux incidents informatiques. C'est vraiment important et que les, personnes puissent y accéder aussi, comprennent déjà, leurs responsabilités et leur rôle dans le cas, d'une violation d'un incident de sécurité. Voilà, qu'elles ne se retrouvent pas devant, voilà, qu'elles découvrent pas, pour la première fois, le papier en disant: «Ouais, mais je comprends pas ce mot, je comprends pas ce mot, je comprends pas ce mot, personne ne m'a expliqué». Ça, c'est zéro. Il faut vraiment, prendre le temps de, rédiger vraiment un plan de réponse avec, la définition des rôles et des responsabilités de chacun, les actions immédiates. Par exemple, ça peut être, quand on a un ordinateur qui est infecté, tout de suite de débrancher l'ordinateur, de mettre en place, voilà des actions immédiates pour limiter les conséquences de l'incident de sécurité, avant même qu'il soit qualifié en violation de données perso. La communication aussi, si jamais on a une violation de données, un incident de sécurité, qui va communiquer au service, qui va faire quoi? Et une intervention coordonnée des services. Voilà, voilà, vos différents protagonistes, les différentes personnes que vous allez, mettre, avec des responsabilités dans votre plan de réponse, ne fassent pas, ne fassent pas leurs actions tout seuls, qu'il y ait, voilà, vraiment quelque chose de coordonné. C'est vraiment important et je le disais, tout de suite, vraiment de, prendre aussi le temps, avec ces personnes,
pour qu'elles comprennent, pour leur expliquer vraiment les enjeux et vraiment qu'elles sachent quoi faire, quoi répondre, comment agir et agir rapidement quand il y a un incident de sécurité. Donc c'est vraiment, aussi un élément important, quelque chose d'important à mettre en place, sachant que voilà, le plan de réponse, si jamais vous avez une violation de données perso, votre plan de réponse a pas du tout marché ou a plutôt marché sur certains aspects et pas du tout sur d'autres, bah, bien évidemment après la violation, vous allez revenir sur votre plan de réponse, vous allez le modifier, vous allez, voilà, réajuster certaines choses. Peut-être que, bon, bah, voilà, vous avez mis quelqu'un, vous avez donné des rôles et des responsabilités à quelqu'un. Bah, finalement, vous vous êtes rendu compte que cette personne sur le terrain, c'est pas du tout pour elle, c'est quelqu'un, voilà, qui s'est pas du tout géré dans la panique, voilà, qui avait pas du tout compris, ce qu'elle devait faire. Bah, là, peut-être aussi, il y aura, voilà, des petites choses à ajuster. Donc c'est vraiment pour ça, en fait, qu'il faut anticiper parce que, vous allez, voilà, c'est au moment, en fait, où vous avez un incident de sécurité, bah, c'est pas à ce moment-là où vous allez vous dire: «Ah bah oui, mais il faudrait peut-être qu'on rédige un plan de réponse, en fait». Ah bah oui, mais on l'a jamais fait et vraiment d'informer, d'indiquer aux gens, où trouver la documentation et dire aux gens qu'il existe une documentation. C'est comme quand vous êtes DPO dans une société, vous avez beau faire, des pancartes, «Je suis DPO, venez me voir» et cetera, passer dans les bureaux, bah, 3 mois plus tard, voilà, votre responsable, commercial vous dit: «Ah bon, tu étais DPO?» Ça m'est arrivé aussi. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Donc vraiment, voilà, d'avoir la capacité de mettre à disposition toutes les informations aussi nécessaires aux équipes. Donc constituer une équipe de crise aussi. Alors j'ai un petit peu comment, dérivé, de constituer une équipe de crise avec, le représentant de tous les services, services juridiques, informatiques, communication, marketing et tous les services, qui vont être impactés, qui pourraient être impactés par un incident de sécurité. Donc ça, c'est pareil, dans l'équipe de crise, il faut vraiment penser à prendre des gens, qui sont capables de résister à une gestion de crise, peut-être un petit peu de stress, qui sont capables, voilà, d'avoir une autonomie, un petit peu une indépendance pour être capables, bah, de comprendre en fait, leurs rôles et responsabilités. Et une chose aussi importante, mettez-vous des, backups. C'est-à-dire que, quand vous êtes DPO ou quand vous êtes, voilà, quand vous avez une autre fonction, bah, quand vous devez gérer une violation de données personnelles, quand vous devez gérer la mise à jour du registre, quand vous devez gérer, des, demandes d'exercice de droit, que vous devez gérer des contrats avec des deadlines, bah, parfois on est tellement dans la gestion de crise que, passer 72 heures, bah, on ne sait plus ce qu'on fait. Donc vraiment, mais constituez-vous des backups, des gens qui sont voilà, que vous allez informer tout au long de la gestion de la violation de données, qui vont être capables en fait vraiment de raccrocher les wagons et de vous aider, de vous épauler, si voilà vous avez, quelque chose, voilà un autre, comment dire? D'autres urgences, dans la société. C'est vraiment aussi on n'y pense pas forcément, mais c'est assez important. Donc alors ça paraît aussi logique, mais c'est pas forcément toujours fait. Donc réaliser des simulations d'incidents de sécurité, bah, ça fait partie un petit peu de la formation, de la sensibilisation aussi des équipes. Donc vraiment plusieurs, voilà, 1 fois par an, même voilà, après ça dépend évidemment du budget, voilà, que vous avez et de votre disponibilité aussi pour mener à bien des actions. Donc réaliser des simulacres en fait des scénarios en fait de violation de données personnelles, d'incidents de sécurité. Donc voilà, privilégier peut-être les boîtes extérieures, pour ce faire parce que c'est elles vraiment qui seront peut-être le plus proche en fait de la réalité, de ce qui peut vous arriver dans la réalité et puis, bah, bien sûr, hein, les audits de sécurité, ça va avec la mise en place des mesures de sécurité. Faire des audits de sécurité assez régulièrement et de mettre à jour, bien évidemment, les mesures de sécurité de son organisme.
Donc, cartographier les risques aussi, cartographier les traitements, cartographier les risques, ça va vous permettre vraiment d'avoir de pouvoir anticiper et d'avoir un visu enfin une visualisation, de vos risques et vous allez pouvoir vraiment avoir un périmètre, où vous allez, voilà, avoir par exemple, typiquement, tiens sur ce traitement-là, j'ai des données sensibles. Je sais que peut-être là, je dois mettre des mesures de sécurité renforcées, je dois mettre un hébergement HDS parce que si jamais, ça tape sur ces données personnelles, sur des données sensibles et les conséquences seront encore plus désastreuses pour les personnes concernées. Voilà, je vais, peut-être de renforcer, vraiment les mesures à mettre en place sur les risques. Mais ça enfin, sur des types de traitements, sur des types de risques, mais ça présuppose, voilà, de connaître ces traitements, de connaître les données personnelles, de connaître, vraiment, voilà, où se trouve la donnée. Si jamais il y a des transferts hors de l'Union européenne, ça implique vraiment de cartographier, d'avoir vraiment une visualisation, en fait, vraiment de vos traitements, de ce que vous traitez, où vous avez vos actifs, voilà, qui a accès aussi. Les accès aux données, les accès aux fichiers, c'est aussi quelque chose, voilà, qui permet d'anticiper, de limiter des accès, de ne donner des accès qu'à des personnes qui ont vraiment besoin de ces données-là. Ça vous mine de rien, ça permet voilà, de limiter le risque, en fait, de survenance d'un incident de sécurité. Donc et également la dernière petite chose, enfin petite, c'est pas si petit que ça, de faire des analyses d'impact. Ça va vraiment être de réaliser et de mettre à jour les analyses d'impact requises pour les traitements. Alors ça revient un petit peu c'est un peu en écho avec la cartographie des risques, mais vraiment d'identifier et de réaliser les analyses d'impact pour vos traitements les plus sensibles vont vous permettre en fait, vraiment d'avoir, d'avoir déjà une analyse de risque sur ces traitements-là et après de venir, si vous voyez que, voilà, vous êtes vraiment, complètement dans le rouge pour le traitement, voilà, réadapter, réorganiser, de mettre en place les mesures de sécurité correctrices. Voilà et peut-être, enfin, sur ces traitements-là, vous aurez comment mis en place, ce qu'il faut et le jour où, voilà, ça tapera sur ce traitement-là pour lequel vous aviez une analyse d'impact à jour et vous serez bon parce que vous aviez mis en place toutes les mesures nécessaires, qui découlaient de votre analyse d'impact. Donc c'est vraiment voilà, des petites choses, enfin des grosses choses à mettre en place vraiment en amont. Mais une fois que tout ça s'est mis en place, c'est vraiment de la mise à jour, voilà, de la réactivité aussi, de se dire: «Bon, voilà, j'attends pas, que d'avoir un incident de sécurité pour, revoir mon plan de réponse aux incidents. J'attends pas, qu'un prestataire me signale une faille de sécurité pour refaire un audit de sécurité. Voilà, c'est vraiment, ces choses-là que vous pouvez, heu, que vous pouvez mettre en place, en amont. Alors, certaines sont, automatisables sur Dastra, typiquement le contrôle des tiers avec le module de contrat. La cartographie des risques avec le module, gestion des risques, cartographie des risques. Vous pouvez aussi, réaliser et mettre à jour les analyses d'impact avec le module questionnaire. La mise en place d'un système de signalement, à la fois interne et externe, c'est tout à fait faisable avec, le module de questionnaire où, vous avez le modèle de collecte de violation de données personnelles qui va venir alimenter directement, votre registre des incidents de sécurité et pour les personnes qui disposent du module Privacy Hub, vous pouvez tout à fait mettre en place une page web dédiée, en fait, avec le formulaire de collecte de, données personnelles, de violation de données, excusez-moi
et comme ça, vous le mettez à disposition des internes et des externes. Ça permet vraiment, voilà, de faciliter le canal, enfin, de mettre en place un canal de collecte de signalement avec avec des informations assez, voilà, de manière assez simple et de remontée en fait instantanée dans le logiciel de Dastra. Voilà, l'idée vraiment du module violation de données personnelles, de violation de données personnelles, excusez-moi, c'est vraiment de vous simplifier la vie et de réussir à mettre en place une gouvernance. Donc, voilà, donc en premier lieu, on a tout ce qui est process automatique de remontée d'incidents de sécurité sur le module, hein. Donc je le disais, le Privacy Hub, le questionnaire de collecte des traitements. Vous avez également la possibilité de mettre en place comment dire, un renvoi vers une adresse mail d'Astra qui va venir en fait faire le lien et remonter les informations qu'un utilisateur, qu'une personne vous donnera sur un incident de sécurité. Ça, c'est possible aussi. Alors après, en deuxième lieu, une fois que sur Dastra, vous avez remonté vous avez des informations, un signalement, en fait, des informations d'un signalement d'un incident de sécurité, vous allez avoir toute une phase d'analyse de cet incident de sécurité. Donc alors, à ce niveau-là, et c'est vraiment un des points forts du module, et c'est vraiment aussi le but hein, de Dastra, c'est vraiment de vous simplifier la vie, d'automatiser un maximum cette remontée d'informations. Vous allez analyser l'incident de sécurité. Donc, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait mettre vos collaborateurs dans la boucle, que ce soit en envoyant un questionnaire, par exemple, à votre RSSI, pour que lui puisse voilà, vous dire bah oui, là, tu vois, on sera plutôt sur une violation de données perso. Bah non, là, il n'y a pas de violation de données perso. Et de savoir après, voilà, ce qu'on fait. Également, vous pouvez tout à fait inviter votre RSSI directement sur la violation de données perso en question. C'est vraiment, vous avez vraiment une possibilité de collaboration sur le logiciel, sur le module de registre des incidents. Alors, au niveau, bien sûr, des accès que vous donnerez à vos utilisateurs, mais également, voilà, possibilité de toujours ajouter des utilisateurs que vous n'aviez pas auparavant, en envoyant un questionnaire, en l'invitant sur le traitement. Donc la troisième phase qui va être simplifiée et qui va vraiment qui fait partie du process de gouvernance sur Dastra, ça va être la phase de qualification. Est-ce qu'on a une violation de données? Voilà. Est-ce que mon incident de sécurité est constitutif d'une violation de données? Ou quelle est l'évaluation? Est-ce qu'il y a une gravité pour l'organisme? Est-ce qu'il y a un risque pour l'organisme? Après, vous allez avoir, donc là, c'est pareil, hein, vous pouvez inviter vous avez toute comment dire? Toute une possibilité vraiment de collaborative sur le module, avec, voilà, chaque personne va pouvoir gérer la section de la violation de données, en ajoutant voilà, des informations supplémentaires pour pouvoir qualifier la violation de données ou non. Et la dernière phase, ça va vraiment être l'identification de l'existence ou non d'un risque pour les personnes concernées. Donc vous avez une petite analyse automatique sur Dastra, sur le module, qui vous permet d'estimer la gravité du risque pour les personnes concernées et de savoir au niveau de l'étape
3 si on notifie à la CNIL et au niveau de l'étape 4 si on notifie aux personnes concernées. Et vous avez une petite chose sur Dastra qui est c'est pas grand-chose, mais ça permet de, comment dire, de notifier plus vite. Quand vous allez à la section 6, il me semble, notification, vous avez quand vous avez renseigné votre autorité de contrôle chef de file dans votre organigramme au niveau de vos unités organisationnelles, vous, par exemple, si vous avez sélectionné la CNIL, si vous êtes en France, vous avez à la section 6 de la violation de données le lien direct vers le formulaire de notification de la CNIL. Donc c'est un petit truc, mais ça voilà, quand on est un peu dans la précipitation, ça permet d'être directement sur le site de la CNIL. Et tout ce que vous allez, donc évidemment, quand vous passez par un questionnaire de collecte de violation de données personnelles, toutes les informations qui seront indiquées dans ce formulaire-là remonteront au niveau de vos sections de violation de données. Donc, ça vous permet en fait d'avoir un petit peu une pré-notification, si besoin de notifier auprès de la CNIL. Ça vous évite en fait vraiment de refaire le travail 2 fois, une fois sur comment vous avez vraiment tout sur Dastra, voilà, et vous notifiez directement à la CNIL avec les informations que vous avez sur Dastra. Ça permet vraiment de simplifier. Et le module de Dastra vous permet aussi de documenter tout le processus de gestion de la violation. Ça, c'est aussi quelque chose de fondamental quand on est en gestion de crise d'une violation de données perso, de documenter tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous faites. Alors, sur Dastra, forcément, tout est horodaté. Vous avez l'historique que vous pouvez extraire, notamment en cas de contrôle CNIL. Donc ça vous permet vraiment d'être de respecter le principe d'accountability, mais vous avez également possibilité d'ajouter tous les documents que vous souhaitez en lien avec votre violation de données. Voilà. Et vous avez donc sur Dastra également donc le principe d'étape de violation et les règles de workflow qui vont vous permettre en fait pour les étapes de violation de suivre vraiment l'état en fait l'état de votre violation de données. Est-ce qu'elle en est à nouveau? Est-ce qu'elle a été qualifiée d'incident de sécurité? Est-ce qu'on est à la phase de notification à l'autorité de contrôle? Est-ce qu'on est à la phase de communication aux personnes concernées? Et là, vous pouvez faire venir d'autres personnes. Par exemple, quand on communique aux personnes concernées, c'est peut-être pas forcément le RSSI ou le DPO qui va rédiger la communication. Peut-être qu'il va devoir être aidé du service du directeur marketing pour trouver les mots justes, pour pas faire peur aux personnes concernées. Voilà, parce que derrière, il y a des conséquences qui pourraient être désastreuses pour l'entreprise. Et vraiment, Dastra vous permet vraiment de vraiment mettre, c'est vraiment collaboratif et les étapes, à chaque étape, vous pouvez associer des tâches à des utilisateurs. Donc, par exemple, quand vous passez à l'étape qualification en cas de violation de données perso, enfin qualification violation de données perso, par exemple, on pourrait avoir une étape qui s'appelle comme ça. Vous pourriez tout à fait envoyer des actions, assigner des actions au RSSI ou à votre ou au DSI, en disant bon voilà maintenant fais ton analyse pour savoir si on est en présence d'une violation de données perso. Ça va vraiment vous permettre de suivre l'état d'une violation et de conditionner en fait le passage à l'étape suivante à par exemple, à la réalisation de tâches, à la réalisation d'un questionnaire aussi supplémentaire. Si vous n'avez pas assez d'informations sur l'incident de sécurité, vous pouvez tout à fait créer un nouveau questionnaire et l'envoyer au moment où vous passez à l'étape qualification ou l'étape suivante après l'étape nouveau. Et les règles de workflow vont vous permettre justement d'associer les étapes, de créer des tâches sur chaque étape. Voilà, les règles de workflow vous permettent vraiment d'automatiser l'envoi de tâches, de questionnaires, de passer à des étapes suivantes également en fonction de déclencheurs.
Donc il y a vraiment une possibilité de, gérer beaucoup plus efficacement, sa violation de données, à la fois en mettant en place des étapes qui vont vraiment assurer un suivi à jour de l'état de votre violation et des règles de workflow qui vont venir, voilà, vraiment comment, vraiment en fait, comment dire? Automatiser vraiment des actions, heu, voilà, aux utilisateurs, aux personnes qui vont être impliquées dans le processus de gestion de la violation. Voilà. Alors, je vous propose qu'on s'arrête là. J'espère que voilà ce webinaire vous a plu et vous aura permis, voilà d'apprendre des choses et de voilà et que vous aurez envie de mettre tout ça en œuvre sur Dastra. Je, vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.